toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Claire Cosse et Nathan Dever. Nathan Dever est philosophe et dans son dernier livre, Penser contre soi-même, qui vient de paraître chez Albin Michel, il raconte comment adolescent, il voulait être rabbin avant de tourner le dos à la religion pour se consacrer à la philosophie. Claire Cosse, dans son nouvel essai Le jour où je me suis converti, fait au contraire le récit de sa conversion au catholicisme. Elle qui vient d'une famille turque qui n'était pas catholique. Claire Cosse et Nathan Dever ont tout de même tous deux pour point commun d'avoir voulu rester eux-mêmes dans un monde qui voulait les enfermer dans leur communauté. Les religions sont-elles synonymes d'enfermement ou d'émancipation? Quelle doit être leur place dans une France à la fois laïque et sujette à la montée des communautarismes à l'heure de la tyrannie des identités? Comment penser contre soi-même? Tout de suite les réponses de Claire Cosse et Nathan Dever en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Claire Cosse, Nathan Dever, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission. Je le disais, 2 essais qui se font écho. L'un un essai qui raconte pas tout à fait un renoncement à la religion, parce que je crois que ça continue à vous passionner, Nathan Dever, mais enfin vous en êtes éloigné alors que vous vouliez devenir rabbin pour vous consacrer à la philosophie. Et vous, Claire Cosse, vous avez décidé tardivement de vous convertir au catholicisme. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est votre 2e essai. Le premier racontait comment vous avez choisi de vous appeler Claire. C'était en quelque sorte le récit d'une assimilation. Peut-être que c'était le point achevé pour vous, vous nous le direz, de votre assimilation, cette conversion. Commençons d'ailleurs peut-être par vous. Pourquoi avoir fait ce choix de vous convertir au catholicisme? Alors d'abord, je voulais vous remercier avant toute chose pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Mon histoire est vraiment personnelle. Je tiens vraiment à le préciser. C'est pas ni un livre politique ni un livre théologique. Comme mon premier livre n'était pas un livre politique, c'est vraiment mon témoignage personnel. Et en fait, j'avais la question de la religion, de la foi. Je ne voulais pas l'aborder dans mon premier livre qui parlait de l'histoire de l'émancipation d'une fille. Vous l'avez dit, enfin d'une femme. Je viens d'une famille issue de l'immigration turque et en fait d'une famille de bergers anatoliens au fin fond de la Turquie. C'est l'ultra pauvreté, c'est-à-dire que la maison dans laquelle on vivait le sol était en terre battue. Mes parents étaient bergers. Ils vivaient de ce qu'ils cultivaient, de ce qu'ils produisaient, du fromage, etc. Et en fait, lorsqu'ils sont arrivés en France, j'avais 1 an, c'était en 84. Et en fait, la France, moi, elle m'a élevée sur tous les pans de ma vie, si je puis dire, c'est aussi bien socialement qu'intellectuellement, parce que moi, la fille de berger anatolien, je suis devenue journaliste à l'âge de 25 ans. Et je me dis, voilà, on parle toujours du rêve américain, mais en fait, en France, c'est pas un rêve, il existe. Cette possibilité existe quand on s'en donne les moyens. Moi, j'ai travaillé 3 fois plus que les autres, c'est pas parce que j'étais victime de discrimination, mais parce qu'en fait, j'avais pas le même bagage culturel, clairement. Encore une fois, je ne critique absolument pas mes parents, mais à la maison, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de programme culturel, on n'avait pas comme habitude d'aller au musée, etc. Et donc ce livre, c'était un livre de reconnaissance, un témoignage de reconnaissance envers la France. Comment ne pas remercier ce pays pour tout ce qu'il m'a apporté? Je lui suis éternellement reconnaissant. Donc en échange, moi, je lui ai écrit des livres. Et le deuxième parle de ma conversion au catholicisme, qui a mis 30 ans. En fait, parce que d'abord je me sentais pas légitime, et encore une fois c'est vraiment mon point de vue. Je dis pas que tout le monde doit faire comme moi et que je suis un modèle à suivre, mais en fait pour moi être française c'était aussi être catholique. Et ce cheminement spirituel, il s'est fait sur le long terme. D'abord j'ai eu un coup de foudre spirituel pour la Vierge Marie lorsque à 6 ans, en sortant de l'école, premier jour de la rentrée scolaire au CP. Nos parents nous accompagnaient pas forcément à l'école ou ne venaient pas forcément nous chercher. On était assez autonomes. On passait beaucoup de temps dehors, on jouait beaucoup à l'extérieur. Et en fait, en sortant de l'école, à 4h30, en fait, j'ai pas fait attention au chemin que j'avais emprunté. Je cueillais des fleurs et quand j'ai levé les yeux, j'étais à l'opposé de l'appartement de mes parents. Et il y avait cette église que j'avais jamais vue avant. Les portes grandes ouvertes. J'étais loin d'imaginer le symbole que ça représentait. Donc instinctivement, j'y entre. Je fais quelques pas, je lève les yeux au ciel. Enfin,
vers les murs de l'église. Et je vois la Vierge avec son fils dans les bras. Et là, c'est ça le mystère de la foi, c'est quelque chose d'irrationnel, c'est pas s'expliquer, mais il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, en fait, à chaque fois que je passais devant une église, je ressentais le besoin d'allumer un cierge. Je connaissais pas les prières, j'ai pas eu d'éducation religieuse, mes parents sont alévis, c'est une minorité religieuse en Turquie, c'est la deuxième croyance. Ma mère, par exemple, le jeudi soir, au moment du coucher du soleil, elle allumait des cierges pour demander au soleil de protéger sa famille. Donc il n'y avait pas vraiment de pratique religieuse à proprement parler, si je puis dire. Et donc, à chaque fois que je passais devant une église petite, et j'y entrais, j'allumais un cierge et je disais « Jésus, je t'aime, Marie, je t'aime, protégez-moi ». Et voilà, et 30 ans plus tard, à 36 ans, lorsque je suis devenue maman, je me suis sentie légitime. Parce qu'avant, je me disais c'est quelque chose qui se transmet par la famille. Je me sentais pas légitime, j'avais peur de pas comprendre, de pas être à la hauteur, ou de rien saisir de ce qu'est la foi catholique. Et j'ai reçu le baptême au paradis. Je vais un petit peu faire un petit avant-goût de mon livre au paradis. L'histoire commence au paradis. Aux Seychelles, pour être exact. Exactement. Pour ceux qui ont lu le livre, que je vous invite à lire d'ailleurs. Nathan Dever, donc vous publiez Penser contre soi-même chez Albin Michel. Voilà, Claire Cos nous fait le récit d'un coup de foudre spirituel. Vous avez été aussi, vous, extrêmement spirituel. Est-ce que vous avez perdu la foi ou pas? Et pourquoi vous êtes-vous détourné petit à petit de la religion alors que vous vous destiniez à être rabbin? Déjà, merci Alexandre Devecchio pour cette invitation et cet échange, en effet, qui est très intéressant parce que nos deux trajectoires sont opposées, sont inverses, mais je pense qu'il y a quand même un point commun fort, c'est cette idée de la conversion, alors dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas cette idée de la transformation de soi, et cette idée, à mon avis, on est d'accord là-dessus, que les existences sont des quêtes. Et ça veut dire que vivre, c'est estimer qu'on est embarqué dans une sorte de voyage dont le point de départ nous a été imposé, on ne l'a pas choisi, mais où ensuite c'est à nous d'inventer le point de destination, et le point de destination n'est pas nécessairement contenu dans le point de départ. Ce que vous décrivez quand vous parlez du milieu dont vous venez, de la foi dont vous venez, etc., et que vous avez choisi de vous réapproprier un chemin en trouvant le vôtre, finalement, le mien est assez proche sur ce point-là, même si c'est dans la direction inverse. Alors oui, pour vous répondre, moi ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est expliquer ce qui m'a amené à faire de la philosophie. Et j'ai pas un rapport livresque seulement à la philosophie. Très souvent, quand on se demande pourquoi on fait de la philosophie, ça peut être j'ai lu Platon et ça m'a marqué, j'ai fait des études de philo et ça m'intéresse, j'ai envie de me poser des questions sur le monde, je ne sais pas, des choses comme ça. Moi, j'ai voulu raconter que, en tout cas dans mon cas, et je pense même de manière générale, la philosophie, ça naît avant tout d'une rupture existentielle violente, d'un moment où on sort de la caverne, alors quelle que soit la caverne, et où on prend la décision de réinventer totalement la manière dont on pense. Et en effet, moi, dans mon cas, j'ai eu une enfance et une adolescence très très religieuse, alors dans la religion juive, à la fois évidemment du fait de ma famille, de mon milieu social qui était un milieu juif, mais aussi personnellement. Moi, c'était vraiment, j'ai eu une fascination est un petit mot, mais j'étais absolument, je ne vivais que par la religion, que pour ça, je voulais devenir rabbin, j'allais à la synagogue tous les jours, j'avais une pratique de juif orthodoxe, et surtout, j'étais absolument heureux là-dedans. Et ce qui m'a fait m'éloigner de la religion, c'est ce que j'appelle dans mon livre un suicide existentiel à un moment, c'est une expérience de vertige, de se dire que finalement, la naissance, c'est un moment qui nous détermine, et même c'est une structure qui nous détermine totalement, mais où on n'a absolument rien choisi. Et ni vous ni moi n'avons choisi de naître français à telle ou telle époque, dans telle ou telle année, dans telle ou telle famille, avec tel ou tel conditionnement, etc., etc. Et que tout cela, pour autant, détermine la totalité, non seulement de nos croyances, non seulement de nos pensées, mais même de nos modes de vie. Et que si j'étais né, par exemple, musulman, catholique, bouddhiste, etc., j'aurais peut-être, avec le même acharnement, défendu des vérités inverses et eu un mode de vie absolument inverse. Et c'est cette prise de distance-là qui m'a poussé vers la philosophie. Merci Nathan Dever, merci Claire Cos. On continue à parler de religion. Est-ce que la religion est un moyen de s'émanciper ou au contraire un enfermement? Vous aurez la réponse de Claire Cos et de Nathan Dever après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Nathan Dever, auteur de Penser contre soi-même chez Albin Michel, et avec Claire Cosse, auteur de Le jour où je me suis converti, et c'est chez Plomb. Deux livres passionnants qui se font écho. L'un raconte comment vous êtes converti, Claire Cosse, et vous, Nathan Dever, comment vous avez été fasciné par la religion, comment vous veniez d'une famille assez religieuse, voire très religieuse, et comment vous vous en êtes peu à peu détourné. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je crois que Claire Cosse a vécu finalement vous avez vécu, Claire Cosse, votre conversion comme l'aboutissement de votre émancipation d'une certaine manière, et vous, Nathan Dever, c'est un peu le contraire. C'est en rompant avec la religion, avec votre histoire familiale, pour aller vers la philosophie, que vous vous êtes émancipé. Donc, est-ce que la religion vous semble, Nathan Dever, par principe, quelque chose qui enferme? Est-ce que c'est quelque chose, au contraire, qui libère? Et pourquoi vous êtes-vous détaché, justement, pour penser contre vous-même? Est-ce que c'était pas possible de penser par vous-même en restant attaché au judaïsme? Si, sans doute que ça aurait été possible et que c'est possible. La religion, moi je la vois vraiment comme une quête et comme une quête sublime. Il y a des gens qui ont quitté la religion et qui peuvent porter sur elle un regard sévère, un regard même parfois de colère. C'est absolument pas mon cas, et mon livre, je crois que je l'ai écrit avec beaucoup de tendresse. En tout cas, j'ai voulu, et même c'est venu naturellement, de l'écrire avec tendresse. D'autant que vous avez dit que ma famille était religieuse, mais pas tant que ça. Enfin, elle était pratiquante, traditionnaliste, mais c'était vraiment moi qui étais attiré par la religion. Ce qui a fait que je m'en suis éloigné, c'est deux choses. D'abord, je vous dis que c'est une quête sublime, à la fois au sens où elle donne un sens à l'existence, au sens aussi où elle donne de la poésie dans l'existence. C'est-à-dire c'est magnifique. Alors catholicisme ou judaïsme, il y a des textes qui sont absolument sublimes, des prières, la Bible, etc. Et puis aussi où elle donne un cadre d'existence, un cadre pratique. Moi, ce qui m'a fait m'éloigner, c'est le sentiment que la religion, mine de rien, est quand même une quête close. Et pas seulement la religion, l'idéologie aussi, la politique aussi. Ça veut dire une quête qui vient buter sur un petit paquet de certitudes. Alors il n'y a pas toujours des dogmes en religion, et je sais très bien que dans la vie religieuse, il y a aussi une part de doute, et que ça fait même partie de la croyance. Mais ce petit paquet de certitudes, ou ce petit paquet de choses qu'on veut sauver, je vous donne un exemple. Moi, souvent quand j'avais des cours de Torah, de Talmud, avec des grands rabbins, des gens vraiment très intelligents, eh bien ils commençaient par poser des questions très larges. Oh, peut-être que la Bible n'a pas été écrite par Dieu mais par les hommes. Peut-être que Dieu n'existe pas, peut-être, etc. Et ils finissaient toujours par retomber sur leurs pattes. Et ils retombaient sur leurs pattes au moyen de leur intelligence. Il y avait des raisonnements très sophistiqués, très très intelligents, très théoriques, etc., mais qui permettaient in fine, systématiquement, de sauver ce sur quoi ils voulaient absolument se maintenir. Comme si la réflexion était préguidée par un point de direction qu'il fallait absolument respecter. C'est ce petit verrou-là que j'ai voulu faire sauter, et qu'il me semble que la philosophie doit faire sauter. Mais pas seulement par rapport à la religion, par rapport aux idéologies, par rapport à la politique, par rapport même à la philosophie aussi. Mais en tout cas, voilà, essayer d'être dans une quête systématiquement ouverte à elle-même, et refusant d'avoir ce point de départ qui soit préfixé et prédonné. Vous expliquez dans le livre, c'est au moment où finalement vous êtes dans une école juive que vous vous sentez un peu enfermé. Vous avez ressenti une forme de pression communautaire, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça ou pas? Oui, alors c'est dur de parler de la religion au singulier, précisément pour ça. Dans mon livre, je raconte tous les lieux juifs que j'ai pu fréquenter. Il y en a notamment un qui est une synagogue qui s'appelle l'Egno, qui est une synagogue formidable, et que je décris comme un lieu magique, comme un lieu, c'était une synagogue sans rabbin, où avait travaillé Emmanuel Levinas à l'époque, et c'était une synagogue qui mélangeait absolument toutes les cultures. Il y avait l'exigence de la pensée juive, il y avait des cours formidables, le Talmud, etc. Il y avait évidemment l'exigence de la culture française. La trace de Lévinas restait dans cette synagogue, et donc les gens lisaient des récits russes, lisaient de la culture, de la littérature, etc. Et puis il y avait aussi, comme c'était une synagogue où il y avait beaucoup de juifs marocains, il y avait toute l'exigence de la cantillation, de la chanson, des airs marocains, des rituels marocains. Et j'aimais cela, j'aimais cette ouverture-là. Et j'étais au lycée public, et je trouvais ça formidable d'aller à la synagogue le matin, et ensuite de pouvoir aller à l'école, et si vous voulez, d'être dans cette ouverture-là, à l'école où j'avais des amis catholiques, musulmans, athées, etc. Et quand je suis allé en lycée juif, alors j'étais obligé, parce qu'il y avait cours le samedi à un moment, et donc je pouvais plus rester au lycée public, et là j'ai vu une autre manière de pratiquer la religion.
école confessionnelle, murs fermés, tous entre nous, la religion de l'entre-soi, et nous étions là, et le judaïsme devenait un cocon intérieur, une sorte de boîte de pétri de nos identités. D'ailleurs, vous expliquez que vous vous êtes senti finalement beaucoup plus juif quand vous n'étiez pas dans cette école-là. Bien sûr, je me suis senti beaucoup plus juif quand j'étais en minorité. Ouais. Je pense d'ailleurs que c'est une thématique aussi très catholique, le Christ contre l'Église, contre toutes les églises, etc. Et en effet, ça m'a profondément déplu, ça m'a étouffé fondamentalement. Et surtout, ce que j'ai vu dans cette école, c'était comment il y avait un appauvrissement automatique de l'identité dès lors qu'elle se clôt. Donc les cours de religion étaient nuls, c'était de la superstition débile, c'était des trucs sur les interdits sexuels à tout va, de manière systématique. Et puis à la marge, alors de manière très très minoritaire, mais naissaient aussi des comportements intolérants, des paroles racistes, etc., etc. Et donc là, vous aviez une sorte de démonstration par A plus B que quand une religion se met à cesser d'avoir son rôle de quête spirituelle, de quête de sens, vraiment d'une démarche active qui doit ouvrir l'existence au sublime, et qu'elle devient quelque chose d'étriqué, d'un peu minable, d'un peu bête et d'un peu automatique, d'un peu grégaire en fait, et bien que ça devient une machine à bêtise, et de la machine et de la bêtise à la haine, il n'y a parfois, pas toujours, mais parfois qu'un pas. Claire Cos, vous, ça peut être un peu l'inverse en fait. Quand on lit vos deux livres, vous étiez enfermé dans un milieu assez communautariste, dans une cité avec des parents qui, vous l'avez rappelé, étaient alévis, donc pas forcément pas musulmans d'ailleurs, mais qui en France sont devenus en quelque sorte islamistes parce qu'ils étaient entourés enfin peut-être pas islamistes, pas terroristes, je précise, mais musulmans communautaristes, disons cela, parce qu'ils étaient entourés d'un milieu extrêmement communautarisé. Et vous expliquez que d'abord vous êtes tourné vers la société française pour vous libérer de ça, et que d'une certaine manière le catholicisme, la conversion au catholicisme a été un aboutissement. Oui, en fait, concernant ma famille, donc nous vivions, vous l'avez dit, dans une cité qui devenait de plus en plus communautariste, parce que quand les familles françaises historiques ou de longue date, je ne sais pas quel est le terme le plus juste approprié pour parler des Français qui étaient là depuis longtemps, quand ces familles partaient, par exemple, pour des quartiers pavillonnaires, elles étaient remplacées par des familles qui étaient de la même origine que mes parents, et forcément, et c'est pas une critique, c'est très factuel ce que je vais dire, mais forcément ils pouvaient mieux se parler dans leur langue d'origine qu'en français. Ils étaient dans une initiation à la langue française, et en fait le coup de grâce est arrivé avec l'arrivée de la parabole qui florissait, voilà, à toutes les fenêtres dans notre cité. Donc forcément on ne vivait plus à l'heure française avec Delon, Belmondo ou les émissions de divertissement à la télévision française. On vivait à l'heure turque. Mes parents étaient beaucoup plus au courant des matchs de foot entre deux, voilà, que l'élection du nouveau maire dans la ville dans laquelle on vivait. Et en fait, forcément, mon statut a changé. Je n'étais plus une simple enfant, je suis devenue une fille, et donc c'était une circonstance aggravante dans ma famille, puisque j'étais pas grand-chose, mais j'étais pas rien. J'étais pas rien, mais pas grand-chose. Je sais pas trop dans quel sens le dire, mais en tout cas, j'espère qu'on comprend bien le sens de ce que je veux dire. C'est-à-dire que mes frères, eux, avaient le droit d'aspirer à être les nouveaux Zidane en allant dans des centres de formation dans le sud de la France. Mais moi, comme j'étais une fille et que l'honneur reposait entre mes jambes, si je puis dire, excusez-moi de l'image, mais en fait, moi, j'avais le droit à rien, pas d'argent de poche, pas forcément de choisir les études que je voulais faire. Il fallait que mes parents avaient comme ambition. Et entendons-nous, j'ai beaucoup de respect pour les caissières, aucun problème, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes qui travaillent. Ils voulaient que je sois caissière en CDI et que j'habite le HLM en face du leur. Devenir journaliste, pour eux, c'était juste insensé, impensable, c'était pas dans leur schéma pour une fille. Une fille indépendante, c'était pas possible, c'était une fille de mauvaise vie, etc. Et en fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses que je voulais mettre en avant. C'est-à-dire que moi, je vivais dans ce patriarcat, avec mon père et mes frères et ma mère qui alimentaient tout ça. Eh bien, pour moi, avoir découvert le catholicisme avec une figure féminine centrale, pour moi, c'est un symbole très très fort. La Vierge Marie, pour moi, tout d'un coup, plein de choses se sont décoincées dans mon cerveau. Et ensuite, il y avait aussi, donc, dans la République française, une autre figure très importante, c'était celle de Marianne. Et puis d'autres figures féminines comme Jeanne d'Arc. Voilà, toutes ces figures-là, en fait, je me suis mise à m'intéresser à l'histoire de France. Et voilà. Et en fait, grâce à tout ce que je lisais, tout ce que je découvrais, tout ce que je regardais comme cinéma, Brigitte Bardot, pour moi, c'était
C'était fou, cette nana qui assumait ce qu'elle était, décomplexée, qui n'avait pas de surmoi, sans filtre. C'est-à-dire qu'elle disait ce qu'elle pensait. Et c'était une pensée structurée. Elle assumait ce qu'elle était. Pour moi, c'était une figure incroyable d'émancipation. Elle m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Voilà, il y avait tout ça. Et puis, moi, j'ai la foi... Alors, je ne veux pas comparer nos histoires, mais moi, j'ai la foi du béotien, c'est-à-dire que tout m'émerveille. Moi, je découvre, je suis une autodidacte de la foi catholique, je suis une autodidacte de la France. Quand je sortais de chez mes parents, rien que les façades qui racontent plein de choses, il y a des plaques, il y a une architecture. Moi, j'étais fascinée par tout ce que je voyais, et c'est pareil pour l'église. Quand je rentre dans une église, à la messe notamment, je vois ces vitraux, je vois cette ferveur au sein des fidèles qui sont là, il se passe quelque chose et je découvre et j'aime. Merci Claire Cos, merci Nathan Dever. On poursuit cette conversation sur la foi, la religion, la place de la religion aussi dans la société française. Après une courte pause sur Sud Radio, en toute vérité, toujours avec Claire Cos et Nathan Dever. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Claire Cos, auteur de Le jour où je me suis converti, c'est chez Plomb, et Nathan Dever, Penser contre soi-même, c'est chez Albin Michel. D'un côté, votre récit, Nathan Dever, d'un éloignement par rapport à la religion juive, et vous, Claire Cos, comment vous êtes converti à 36 ou 37 ans, je crois, au catholicisme. On parlait tout à l'heure du communautarisme et de la religion. Nathan Dever, vous nous expliquiez que vous avez ressenti une forme de pression communautaire quand vous étiez à l'école juive. Claire Cos, vous, c'est l'inverse. Vous aviez une pression communautaire quand vous étiez dans les cités de l'islam notamment, et le catholicisme a été une forme de libération. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan aujourd'hui le communautarisme juif et le communautarisme musulman? C'est vrai que dans les débats, souvent d'ailleurs on parle de communautarisme, mais c'est pour parler d'islamisme. Les questions qui font vraiment débat dans la société française, c'est le port de voile, c'est un communautarisme agressif et qui est souvent lié à l'islam, en plus avec le problème du terrorisme. Moi, j'ai l'impression que malgré tout, le communautarisme islamiste est plus agressif, en ceci d'ailleurs qu'il est prosélyte, alors que la religion juive ne fait pas de prosélytisme. Est-ce que vous mettez-vous tous les communautaristes sur le même plan aujourd'hui? J'irais même plus loin que ce que vous dites, c'est-à-dire je parlerai pas spécifiquement de communautarisme simplement religieux. Je crois qu'en introduction vous avez parlé du fait qu'on était l'époque des identités. Mon livre, je l'ai appelé Penser contre soi-même, mais j'aurais presque pu l'appeler Contre soi-même, c'est-à-dire contre l'idée que le soi-même, mon identité, avec tout ce que j'ai pas choisi dedans, doivent me donner un mode de vie, doivent me donner des opinions, doivent me donner des pensées. Et ce communautarisme-là, le fait, alors ça peut être religieux, ça peut être par exemple dans la religion, la conception selon laquelle la religion, ça sert à rassembler des gens qui sont tous pareils, les fermer sur eux-mêmes, etc. Ça peut être intellectuel. Je sais pas, être uniquement ami avec des gens avec qui on va être d'accord, dès lors qu'on a un ami qui commence à avoir une opinion ou dont on se dit je suis pas d'accord avec ça, hop, c'est un problème personnel. Ça peut être idéologique, ça peut être même philosophique. Et ce communautarisme-là, il me semble qu'il est très général, malheureusement à notre époque. On le voit en permanence, même quand on suit l'actualité. Regardez, depuis le 7 octobre, c'est quand même incroyable de voir que sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a plein de gens qui sont dans un rapport-là où ils estiment que leur identité leur demande de se situer de tel ou tel camp, et pas une réflexion intellectuelle. Et face à cela, moi, ce que j'ai voulu réhabiliter, c'est l'idée d'un rapport où la pensée, elle sert à venir troubler, à venir ouvrir, à venir perturber cette conception de l'identité. Alors ça passe par mille choses, ça passe par le doute, ça passe par la philosophie, ça passe même, je vous donne un détail, par l'autodérision. L'autodérision, c'est quelque chose qui est contradictoire avec cette conception du communautarisme intellectuel ou idéologique ou religieux ou humain, où l'humour sert uniquement à se moquer des autres. Commencer par estimer que l'humour doit être quelque chose qui doit nous tomber dessus en miroir, et où l'intérêt de l'humour, c'est avant tout de se moquer de soi-même, de se fragiliser, de se ridiculiser. Ça, par exemple, vous voyez, c'est un acte anti-communautariste au sens très large du terme. Je ne parle pas seulement religieux. Et d'ailleurs, tout le monde se reconnaît ensuite dans cette personne qui se moque d'elle-même. On se reconnaît tous un peu quelque part. Et je trouve que ça rassemble même. Oui.
Et effectivement, on aurait pu parler même du wokisme, qui est pour le coup un identitarisme, l'idée que chaque personne est enfermée dans sa couleur, dans son identité d'origine. Ma question était cependant, est-ce que finalement il y a quand même aujourd'hui un communautarisme qui est plus agressif? Est-ce que ça a compté aussi si vous avez choisi le catholicisme, c'est parce que vous trouviez que c'était quelque chose une ouverture par rapport à... Vous auriez pu très bien être athée finalement, oui. rompre avec le communautarisme dans lequel vous viviez, sans pour autant vous tourner vers une autre religion. Donc oui, pourquoi avoir fait ce choix? Déjà dans ma famille, je pense que d'abord, ce qui m'a, entre guillemets, sauvé, et encore une fois, c'est très factuel ce que je dis, je ne juge personne, évidemment, parce qu'il y a toujours des esprits tordus qui vont toujours retourner mon discours, etc. Moi, en fait, comme je n'ai pas reçu d'éducation religieuse à proprement parler, et surtout que mes parents voulaient que je sois turque sur tous les aspects de ma vie, et qu'ils refusaient que je sois française, moi j'ai été élevée comme une étrangère en France, en vivant en France. Forcément, quand je sortais, mais tout... Encore une fois, je me répète, mais tout m'émerveillait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les belles choses de la France. Et parmi ces belles choses de la France, il y avait ces édifices magnifiques qui sont quelque part aussi une projection de l'éternité. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Ces ouvriers qui ont œuvré pour construire ces cathédrales, il y avait une volonté aussi sans le savoir, ils ne le savaient pas forcément, et puis certains n'ont même pas vu la fin des constructions des cathédrales parce que des fois ça demandait plusieurs centaines d'années. Et je me dis voilà, ce que l'homme est capable de faire, l'âme humaine est capable de faire de plus beau pour s'approcher du divin, en tout cas d'être à la hauteur peut-être de la perfection qu'attend Dieu en quel il croit. Donc moi voilà, je pense que ces belles choses de la France, moi, elles m'ont toujours attirée. Et c'est peut-être aussi le fait que j'ai été privée quelque part ou interdite d'aimer, de devenir française ou mes parents, on n'a jamais parlé de religion, c'était pas du tout la question. Et puis, mais en m'interdisant de devenir aussi française, oui, ça a créé cela. Et moi, je pense aussi que de toute manière, l'humain a toujours besoin de croire en quelque chose depuis la nuit des temps. S'il ne croit pas en un dieu ou une religion, il va croire en l'énergie des pierres, au chamanisme, à l'esprit des rochers. Il y a tout un tas de choses, parce que quand moi je me suis convertie, donc c'était aux Seychelles, le confinement est tombé à ce moment-là. Donc je crois qu'on peut pas rêver meilleur endroit pour être confiné. Et quand on est revenu en France, on était en vacances avec mon époux et notre fils. Lorsque tout a été déconfiné, qu'on s'est retrouvé avec des copines pour discuter un petit peu de ce qu'on avait vécu pendant ce confinement, j'ai une copine qui m'avait parlé de sa découverte des pierres énergétiques. Alors là, elle avait vraiment étudié la question, elle avait une pierre pour chaque chose, chaque énergie, etc. Donc moi, évidemment, je suis tolérante, je ne juge personne, et pour faire la blague, je lui ai dit, moi j'ai découvert une passion pour Saint-Pierre. Elle, ça l'a pas fait rire. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre. J'ai la sensation qu'être catholique en France, c'est mal. Parce qu'il y a des bonnes croyances et des mauvaises croyances. Parmi les bonnes croyances, vous n'avez qu'à regarder les réseaux sociaux. Le chamanisme, l'ésotérisme, la sorcellerie 2.0, ça c'est des choses que... mais il y a des millions de publications sur les réseaux sociaux sur ces thèmes-là. En revanche, dès que vous évoquez, en tout cas en ce qui me concerne, le catholicisme, au mieux j'étais taxé d'illuminé, au pire de facho. Et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé au héros au sac à dos Henri d'Anselme, lorsqu'il a parlé de sa foi pour expliquer pourquoi il s'était interposé entre ce terroriste qui avait attaqué des enfants à Annecy. On a tout de suite parlé d'instrumentalisation. Sur les réseaux sociaux, d'illuminer. Voilà. J'avais l'intention d'en parler, mais puisque vous évoquez la question, parlons un peu d'actualité avec cette polémique autour de l'école Stanislas. Est-ce que ce qu'on dénonce, c'est une forme d'enfermement de communautarisme, ou est-ce qu'on reproche simplement, finalement, aux catholiques d'être catholiques? Alors moi, je n'ai pas étudié le fond de la question, évidemment, mais je remarque en tout cas sur les réseaux sociaux, quand on parle de la foi chrétienne et en particulier du catholicisme, c'est toujours sous un aspect négatif. Tout le temps. Comme l'exemple que je viens de citer, il y en a plein d'autres. Vous avez aussi une laïcité qui est mal comprise et instrumentalisée par des militants associatifs ou des élus qui vont vouloir supprimer encore à Noël le mot Noël par fête d'hiver, qui vont vouloir déboulonner des statues de saints. Enfin, tout ça, je me rends compte, c'est une observation, c'est toujours tourné contre le catholicisme pour l'effacer. Moi, qui viens de l'étranger, de parents étrangers, je suis née à l'étranger, d'une culture extra-européenne, il y a une culture, une tradition chrétienne en France qui ne me dérange pas, et je trouve ça assez
incroyable. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que ça n'engage que moi, ce que je dis, mais une certaine forme de haine de soi. Et une haine de soi qui va aussi vers la haine de l'autre. Pour avoir simplement dit, je suis reconnaissante envers la France, je suis devenue française, j'assume cet amour que je porte pour la France, ou pour le catholicisme, et c'est ma vie privée personnelle, c'est mon histoire personnelle, je me prends des insultes, des critiques virulentes. Il y a un tweetos, enfin je sais pas comment on dit, un utilisateur de X qui est anciennement Twitter, qui avait dit, en plus qui me tutoie, allez va voter Pétain. Enfin, c'est assez fou, et visiblement c'est un enseignant en plus à l'université qui met ça de manière publique. Voilà, tout est mélangé, tout est tout de suite sous le prisme. Nathan Dever, est-ce que vous partagez cette idée qu'il y a une forme de haine de soi en France et peut-être même une haine de l'Occident contre l'Occident lui-même, et que notamment le catholicisme est visé comme quelque chose au mieux de ringard, au pire qui serait forcément rance et pétainiste? C'est pas le diagnostic que je ferais, mais je dirais qu'il y a une chose sur la France qu'on ne dit pas assez, et qu'on ne voit pas en fait quand on est français. Il faut prendre du recul. On est le 4e pays le moins religieux du monde. Et ça, en fait, c'est une donnée centrale, parce qu'on vit dans comme si on était un peu en hors-piste dans aujourd'hui la logique qui se passe dans la plupart des nations. C'est que nous, on a vécu en 2 ou 3 générations un recul du religieux qui est inédit. Je veux dire, là, pour la plupart des pays dans le monde, le mot de Nietzsche, Dieu est mort, c'est juste un mot de Nietzsche. Nous, c'est une réalité qui s'est vue dans les générations. Face à cela, ça crée un vertige qui obsédait Malraux à la fin de sa vie, qui était, pour la première fois, une civilisation n'aura plus aucune valeur suprême. Vous rajoutez à cela la fin du communisme, la fin des idéologies, etc. Plus aucune valeur suprême. Alors évidemment, ça crée un sentiment de vide, de nihilisme, d'une vie vécue pour rien et d'une société qui ne sait même plus pourquoi elle vit. Je pense cependant que dans ce vide-là, il se joue quelque chose, alors qui peut être dangereux, j'ai aucune certitude, mais qui peut être extrêmement intéressant. Parce qu'il y a un rapport c'est des seules nations à avoir détruit les idoles quasiment jusqu'au bout. Les idoles religieuses, les idoles politiques, les idoles idéologiques, etc. Et que ça nous amène vers une forme de grisaille de la lucidité. Alors est-ce que cette grisaille nous mènera à une sorte d'autodestruction ? C'est pas impossible, mais est-ce qu'elle nous mènera au contraire à une autre existence, à un autre commencement ? C'est la piste que je préfère envisager par optimisme, et parce que je pense que c'est pas non plus impossible. Eh bien, on verra après une courte pause si c'est le nihilisme ou l'optimisme qui est sur le point de l'emporter. On se retrouve sur Sud Radio en toute vérité avec Nathan Dever et Claire Cosse. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Nathan Dever, auteur de Penser contre soi-même chez Albin Michel, et avec Claire Cosse, Le jour où je me suis converti, c'est chez Plomb. 2 parcours croisés, celui d'une conversion pour Claire Cosse, et pour Nathan Dever, celui d'un éloignement de la religion juive. Vous vouliez être rabbin pourtant, et vous avez préféré finalement devenir philosophe. Nathan Dever. Claire Cosse, on parlait avant la pause du catholicisme. Vous nous expliquiez qu'il était, vous aviez l'impression qu'il était de plus en plus mal vu en France. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez que effectivement votre conversion a été mal acceptée par votre milieu d'origine, votre famille qui était turque, mais aussi par un certain nombre de Français qui ne comprenaient pas pourquoi vous vouliez être catholique. Oui, alors surtout par les amis français que j'avais, parce que en fait mes parents, j'ai pas pu leur annoncer que je me suis convertie. Parce que d'abord mon père m'a renié le jour où j'ai annoncé que j'allais épouser et que j'ai épousé mon mari, en fait, que j'avais rencontré l'homme de ma vie, et il m'avait demandé si c'était un Français. Je dis bah oui, tu sais, ta fille aussi elle est française. Il m'a dit non, un vrai Français. Donc j'ai compris ce qu'il voulait dire, et donc mon mari est de culture chrétienne, donc pour lui c'était inacceptable, et donc il m'a renié. J'étais plus assez bien pour cette famille, donc j'ai pas pu leur dire. Et mon père, par ailleurs, paix à son âme, j'espère qu'ils se sont reposés, je ne sais pas quel terme exactement utiliser, mais il est décédé du Covid 10 jours avant la sortie de mon premier livre en 2021. Donc c'était un pont que j'avais lancé vers lui, pour qu'il se rende compte de tout ce qu'il a raté, entre guillemets, de tout ce qu'il a raté dans ma vie, en fait, là où j'aurais voulu qu'il soit régulièrement.
Et donc, en revanche, j'ai la sœur de ma mère, avec qui je suis en contact, qui vit en Turquie. Je lui ai annoncé, quand je me suis convertie, je le lui ai dit. Donc elle a fait mine de ne pas comprendre au téléphone. Donc je lui ai répété et j'ai bien vu que c'était un sujet épineux. Donc on est passé à autre chose. En revanche, la réaction de mes amis, effectivement, c'était des amis, ce ne le sont plus, mais par exemple, c'était une autre copine à qui j'avais annoncé que je m'étais convertie au catholicisme. Alors on se confiait sur nos vies personnelles, intimes, hein, donc je me suis permise de moi à mon tour raconter ce que j'avais vécu pendant le confinement, et elle m'a dit c'est une mauvaise idée. Alors pour décoincer un peu le truc, je sentais que c'était tendu. Et entendons-nous, j'ai beaucoup d'amitié, de sympathie pour les bouddhistes. Mais je lui ai dit, et si je m'étais convertie au bouddhisme, t'aurais trouvé ça cool? Et elle m'a dit oui. Et là, je me suis dit, voilà, encore une fois, la preuve qu'il y a des bonnes croyances et des mauvaises croyances dans cette société qui se veut progressiste, tolérante. Mais en fait, quand vous n'appartenez pas aux nouvelles normes de croyances, eh bien, vous êtes pointé du doigt, mis au banc vous n'êtes pas assez bien, au mieux illuminé, au pire intégriste, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Et en fait, ce livre, c'est un livre sur la liberté de conscience et la tolérance. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Vos deux livres abordent aussi la question de la double identité, la double appartenance. Vous expliquez que, contrairement à ce qu'on dit souvent dans les médias, c'est pas forcément une chance, c'est un tiraillement permanent. Vous avez choisi finalement de rompre carrément avec votre appartenance d'origine. Est-ce qu'il y a pas moyen de conjuguer deux appartenances? Alors, évidemment, je ne fais pas de généralité. Chaque histoire est différente et chaque personne est différente. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre planète, si je puis dire. Mais en l'occurrence, pour moi, ça a été un tiraillement parce que on refusait que j'ai une double identité dans ma famille. C'est-à-dire que il fallait que je ne sois que turque. Donc moi, qui suis d'origine turque, évidemment, j'aime la Turquie, mais c'est le pays de mes ancêtres. J'ai aucun problème avec la Turquie. En revanche, on m'interdisait de devenir aussi française. Et moi, j'étais d'abord française en grandissant là. Bien sûr que je suis française, avec des origines étrangères, des origines turques. Et je parle d'identitarisme parce que ce sont ces personnes qui m'attaquent tout le temps, des personnes issues soit de la même origine que moi ou d'origine étrangère, extra-européenne, qui m'attaquent, qui me qualifient, je ne savais même pas que c'était une insulte, harki, salarki, vendu, traître, traître à la nation. J'avais envie de répondre, donc tout ça c'est sur internet, hein. J'avais envie de répondre à quelle nation en fait, parce que moi je suis française. Et effectivement, j'ai fait un choix parce que je voulais être honnête avec moi-même, en phase avec moi-même, et être en paix, en fait, pour pouvoir être en paix avec les autres. Moi, j'ai pas de problème d'identité. En fait, j'ai fait le choix de la France à 25 ans en demandant à être naturalisée, et j'ai changé de prénom, pas pour revendiquer quoi que ce soit, mais c'était un choix par amour, parce que j'aimais la France, j'aime la France, je parle au présent, je défends la France. Je dis pas que tout est beau, tout est rose, mais moi, c'est comme ça que je conçois mon identité française, c'est aimer la France et la défendre. Eh bien, j'avais aussi envie de faire partie de son paysage sonore, sans aucune démarche politique ou revendicative, etc. C'est juste aussi simple que ça, j'avais envie d'avoir un prénom français. Et par exemple, le meilleur moment où on se rend compte qu'on fait un choix, parce que c'est humain, et encore une fois, je ne juge personne, mais j'essaie d'être la plus honnête avec moi-même, ce que je ressens au fond de mon corps, dans mon cœur, voilà, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Quand il y a un match France-Turquie, un match de foot, ben moi je vais soutenir la France. Nathan Devers, vous avez aussi une double appartenance. Vous êtes effectivement détourné de la religion juive. Vous êtes plus croyant, ou en tout cas plus proche de l'agnosticisme que du judaïsme, et vous restez très attaché à votre identité juive. Est-ce qu'il y a un génie d'ailleurs du judaïsme de conjuguer comme ça plusieurs identités? Et est-ce que vous avez parlé de communautarisme dans votre école? Est-ce que vous avez ressenti cette pression de ne pas être français? Je crois pas du tout, pour le coup. Non, c'était pas tellement ça, parce que la place même du judaïsme en France est très complexe, avec il y a eu quand même des très très grandes heures d'un judaïsme, je dirais dans les années 60, 70, 80, qui était ni un judaïsme d'assimilation, c'est-à-dire d'effacement de soi, ni un judaïsme qui était, si vous voulez, très très orthodoxe ou orthopraxe. Et il y avait ce mélange qu'incarnaient des gens comme Lévinas ou André Neher ou d'autres. Bon, mais c'est exactement ça, je pense, la question. Le livre que j'ai voulu écrire, c'est un livre contre cette conception dont je disais étriquée ou refermée de l'identité, pour dire que les identités, c'est tellement plus fort
Et c'est tellement plus intéressant quand on les voit comme des matières d'existence et comme des matières de ce voyage, mais donc dont on peut aussi modifier la destination. Les identités, fondamentalement, ne pensent pas. Les identités ne décident pas. Elles n'existent que dans la mesure où nous décidons de les faire exister d'une telle ou telle manière. Juste une toute petite phrase. Quand on dit, par exemple, souvent que les identités, on emploie le mot de racine. Est-ce que quelqu'un s'est déjà extasié devant la beauté d'une racine? À part peut-être Sartre dans La Nausée, il y a un petit passage là-dessus. Est-ce que quelqu'un... Non, jamais. Ce qu'on regarde dans un arbre, c'est les fleurs. Et cette conception, c'est une métaphore que je dis, mais de l'identité comme fleur, quelles que soient les identités, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit etc., ça me semble être 1000 fois plus intéressant. Et d'ailleurs, je dirais que c'est même une conception littéraire de l'identité. Quand vous êtes dans un rapport à la langue, aimer la France, c'est avant tout aimer la langue française. Et aimer la langue française, c'est aimer ce qu'on peut faire avec la langue française. Et c'est bien voir qu'il y a des livres qui sont nuls et qui sont écrits en langue française, mais ce qu'on aime, c'est la possibilité de la poésie dans cette langue. Il nous reste plus beaucoup de temps, 1 minute et demie, mais j'aurais aimé aussi vous parler tous les deux du 7 octobre. Alors peut-être très rapidement, vous, comment vous vivez la situation en tant que Français juif, cette montée de l'antisémitisme dans le pays, est-ce qu'elle vous effraie et est-ce que ça influence aussi votre position sur le conflit ? Oui, bien sûr. Alors très rapidement, le 7 octobre, moi j'ai été vraiment traumatisé par ce qui s'est passé et traumatisé dans les jours qui ont suivi par le silence d'un certain nombre de gens qui sont humanistes sur 1001 sujets, qui sont humanistes sur le traitement des plantes vertes, voilà. Mais par contre, ça les a pas embêtés spécialement de voir les absolus massacres qui ont été commis dans cette journée. Premièrement. Et deuxièmement, je suis aussi effrayé depuis par la teneur du débat public. En tout cas, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des choses formidables qui se font aussi, voilà. Mais sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous décrivez, c'est des camps binaires qui ont chacune leur version du réel et qui n'habitent pas dans le même monde, même sur des faits. Ça veut dire c'est des blocages identitaires qui engendrent des aveuglements intellectuels, qui engendrent ensuite des cécités morales et des cécités éthiques. Et tout ça est absolument terrible. Claire Cosse, dans vos 2 livres, vous dénoncez une forme de francophobie. Est-ce qu'elle allait de pair, notamment dans les cités, avec l'antisémitisme ? Alors, de mes souvenirs, alors sans faire de généralité, évidemment, c'est pas le but du tout et c'est pas mon propos, mais effectivement, je parlerai moi vraiment d'identitarisme parce que j'ai entendu, enfin même au sein de ma propre famille, des propos antisémites de personnes qui disaient « Ah, t'es journaliste, tu travailles pour les juifs ». Tout de suite. C'était le cliché qu'il y avait dans la tête. Donc, pourtant, ce qui est assez incroyable, c'est que j'observais que ces personnes au sein de ma famille, large, ne connaissaient pas de juifs. Non, ils connaissaient pas de juifs, mais ils avaient une idée toute conçue, ils savaient tout ça. Et je voulais juste rebondir rapidement sur l'identité et l'origine. Moi, je pense que c'est important de bien définir les choses. Par exemple, l'identité, c'est quelque chose qui s'additionne au fil de sa vie. Moi, je suis femme, je suis devenue maman, je suis auteure, journaliste, chrétienne, catholique et épouse. Et française, et l'origine c'est quelque chose avec laquelle on est, et je trouverais insensé de vouloir influer dessus et de le supprimer. Et je pense aussi que l'assimilation c'est tout le contraire du racisme, c'est de vouloir faire en sorte que l'autre en face nous voit comme un Français à part entière. Eh ben merci Claire Cosse, c'est une très belle conclusion. Merci Nathan Dever. C'était malheureusement trop court. On vous réinvitera sans doute. En tout cas, je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro Dans toute vérité. Sud Radio. Sud Radio.